quelque chose d'assez austère. C'est une histoire qui n'est pas simple, mais qui en même temps est assez, comment dire, un peu comme un feu d'artifice. Il se passe des choses inattendues, on a l'impression de rentrer dans le fantastique, pour dire des choses qui sont très ancrées dans le réel, très, très puissantes sur le plan émotionnel. Peut-être laisser aux gens le plaisir de vous entendre faire ce qu'on appelle le pitch, tout bêtement, de l'histoire. Qui est ce jeune garçon qui veut devenir magicien dont vous nous parlez, dont tu es le père? Le héros est donc un adolescent de 14 ans qui s'appelle Joe. Ça se passe à Reno, dans le Nevada. L'histoire commence en 1994. Il est abandonné par sa mère qui préfère avoir des amants. Et il se retrouve seul dans les rues de Reno. Il a un seul don, c'est la magie. Une passion pour la magie et un don pour la magie. À force de traîner dans les rues, on lui renseigne l'existence du plus grand magicien du monde qui vit à Reno. Et on lui dit qu'il devrait être formé par lui. Il rencontre ce magicien, ça se passe très bien. Bon, après un moment d'hésitation, le magicien, fasciné par le talent de cet adolescent, le choisit pour ainsi dire pour fils et l'accueille chez lui et décide vraiment qu'il va consacrer tous ses efforts à faire de lui le nouveau plus grand magicien du monde. Et on assiste à l'éducation de Joe, mais un peu dans tous les domaines. Et puis ça se termine par une trahison monumentale. Alors, ce qui semble bien, c'est que nous sommes aux États-Unis, hein, il faut vraiment préciser. C'est important parce que c'est le pays où il y a Las Vegas, qui est le temple des magiciens. C'est aussi un pays qui est propice à tous les mystères. Votre personnage aime la magie passionnément. Ça n'est pas anodin. Pourquoi la magie est aussi importante? Vous parlez de la magie non pas comme un jeu qu'on pourrait voir dans À la Cour du Trône ou Luna Park, mais vraiment presque comme une philosophie. Mais c'est une cause, c'est une métaphysique, la magie. La magie, déjà, c'est un acte extrêmement généreux. Parce que vouloir vraiment devenir magicien, c'est un don de sa vie. Ça suppose que pendant des heures et des heures, on va s'exercer seul devant son miroir, uniquement dans l'intérêt des autres. C'est-à-dire que le but est de faire douter ces spectateurs de l'existence de la réalité pendant quelques minutes salvatrices. Nous n'avons jamais, dans notre vie, l'occasion libératrice de douter de la réalité. Les magiciens nous la donnent comme ça, rien que par leur talent. Il y a un moment assez extraordinaire, un dialogue entre le père adoptif et Joe, le jeune garçon, sur justement le sens de la magie, sur la différence entre tromper son spectateur pour lui faire douter du réel, et tricher, le tromper. Bien sûr. Il y a un malentendu au sujet de la magie. Beaucoup de gens pensent que la magie est une forme de triche, alors que non, bien sûr, pas du tout. Autant la magie est honnête, puisque tout le monde sait qu'il y a un trucage, autant la triche est totalement malhonnête, puisque la triche, c'est le contraire de la magie, c'est faire croire qu'il n'y a pas de trucage, alors que là, pour le coup, il y en a un. En plus, le magicien, il ne gagne rien, sauf si un spectateur généreux lui donne un pourboire, tandis que le tricheur, bien évidemment, le fait pour gagner de l'argent. Vous nous emmenez dans un lieu qui est très étrange pour ceux qui ne le connaissent pas, qui s'appelle Burning Man. Quel est cet endroit et pourquoi avoir parlé de cet endroit? Il se trouve que j'ai fait, comme on dit, Burning Man 2010. Qu'est-ce que Burning Man? Burning Man est probablement le festival le plus insensé de la planète. Il existe depuis une vingtaine d'années. La première semaine de septembre, au cœur du désert du Nevada, environ 20 000 personnes au début, qui sont aujourd'hui devenues près de 50 000, se réunissent pour fonder à partir de rien, puisque ce désert est pour le coup parfaitement désert, pour fonder une ville de maintenant 50 000 habitants, où règne une parfaite utopie. C'est-à-dire qu'il y a des principes à respecter, mais en dehors du moment qu'on respecte ces principes, qui sont par exemple une totale indépendance, chacun doit être là avec son eau, sa nourriture et s'arranger à ne laisser aucun déchet, l'argent n'y existe pas. Du moment qu'on respecte ces 10 principes qui sont les lois de Burning Man, on a absolument tous les droits. Bon, on n'a pas le droit d'assassiner son prochain, excusez-moi, mais en dehors de ça, on peut faire tout ce qu'on veut. Et ce qui est formidable, c'est que cette utopie marche. Ça fait maintenant 20 ans que ça dure. Il n'y a jamais de débordement. Les gens qui reviennent de Burning Man en reviennent complètement exaltés aux anges en disant « Tiens, les rapports humains, ça peut être ça. La vie, ça peut être ça. » On peut être honnête à ce point, on peut être vrai à ce point, et surtout, on peut prendre du bon temps
à ce point sans déranger personne. On a l'impression d'entendre parler de Woodstock qui serait personne infinie. C'est un Woodstock moderne, c'est Woodstock sans la boue, puisque le grand problème à Woodstock c'était quand même la boue pour cause de pluie. C'est un Woodstock qui est mieux situé puisqu'il est dans le désert. C'est un Woodstock avec de la poussière s'il n'y a pas de boue. Il y a énormément de poussière. C'est vrai que c'est un inconvénient puisqu'il y a les tempêtes de sable continuelles et le sable de ce désert, c'est pas n'importe quel sable, c'est vraiment de la poussière et elle est très abrasive. Bon, alors on se protège comme on peut, on a des lunettes de ski, on a un chèche, mais on s'y fait, je vous assure. Et puis, même cette poussière continuelle, c'est quand même beaucoup moins sale que le climat parisien. Alors il est question de cette danseuse du feu, appelons-la comme ça, oui. Justement qui va montrer ses talents à Burning Man. Vous avez vu une femme danser comme ça avec du feu C'est à Burning Man que j'ai découvert l'existence des danseuses de feu. Comme son nom l'indique, l'autre grand thème de Burning Man, c'est le feu. C'est un endroit magnifique pour montrer le feu, que le désert, et en particulier le désert la nuit. Les jongleuses de feu, déjà, ce sont des danseuses, mais non seulement elles dansent, mais elles dansent en jonglant avec le feu. Et je vous assure que c'est pas de la rigolade. Elles sont là avec tout leur volage enflammé et leurs longs cheveux et tout. C'est évident qu'elles risquent leur vie. Et d'ailleurs, chaque année, paraît-il, il y a des victimes. Dieu merci, je n'en ai jamais vu. Mais entre-temps, c'est vraiment le plus beau spectacle du monde, que ces jeunes femmes qui font des danses complètement endiablées, environnées de feu. Ce que je trouve absolument fascinant dans ce que vous écrivez en général, c'est que vous prenez toujours des thèmes qui peuvent paraître, entre guillemets, anodins dans le sens qu'ils ne touchent pas à la fête, alors qu'en réalité c'est justement pour parler de ça. C'est-à-dire que vous parlez de danseuses de feu, vous parlez de magiciens. On peut imaginer que vous racontez une histoire qui est détachée de quelque chose, de l'émotion, alors qu'en réalité vous êtes en plein dedans. Et la magie est un lien avec le père dans votre histoire. Le feu, d'abord je pense aussi à votre travail d'écrivain, c'est-à-dire qu'être écrivain c'est peut-être un peu simple, c'est un peu magicien, c'est un petit peu jouer avec le feu, c'est ce que j'essaie de faire bien sûr, mais avec des moyens quand même beaucoup moins dangereux, et soyez sûr que je le déplore. Michel Léris avait écrit ce magnifique texte sur son idéal de la tauromachie. Michel Léris rêvait d'introduire dans la littérature un danger équivalent à la tauromachie, c'est-à-dire à la corne du taureau dans la tauromachie. C'était pas du tout l'apologie de la tauromachie, c'était l'apologie du danger. C'est dommage qu'on ne puisse pas directement mourir en écrivant, parce que ça rendrait les choses encore plus fortes. Bien sûr, je vous rassure, symboliquement, il y a tout à fait moyen de mourir en écrivant. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ces danseuses de feu, je me suis dit, ça serait bien qu'il y ait un tel risque en écrivant. Ce risque est garant de l'art. Vous parlez d'un rapport au père très très particulier, ce garçon qui n'a jamais connu le sien, qui va partir en quête de racines, de repères, va se choisir un père, on saura lequel au cours de l'histoire. Pourquoi c'était important pour vous de raconter cette quête du père? C'est terrible. Bon, je pense que tout le monde sait à quel point il est important d'avoir un père. Il y a assez d'orphelins pour en témoigner. Et ce n'est pas du tout un lien si automatique et si naturel que ça. Il peut arriver que le père que la nature vous a donné ne soit pas du tout celui qui convient. Il peut arriver qu'on se choisisse un père et que miraculeusement ce soit celui-là qui convienne. Tout cela est infiniment compliqué. Et la demande est très forte évidemment de la part des jeunes d'avoir un père, mais le rapport est inverse aussi. Certaines personnes sont faites pour être père, même s'ils ne le savent pas toujours, et le rapport que cette personne peut avoir avec celui ou celle qu'il prendra pour son enfant, peut lui aussi être démentiel. Et quand ce rapport en arrive à être nié, c'est d'une violence extraordinaire. À vous dire, on a la sensation qu'en réalité, il ne tient qu'à nous que de choisir celui qu'on veut comme père. Mais je pense que c'est vrai. Je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de gens qui croient aujourd'hui aux familles de sang. La famille, c'est pas le sang. La famille, c'est le cœur. Malheureusement, bien des gens ont connu ça, d'avoir des parents de sang qui ne leur correspondaient absolument pas et qui ne parvenaient pas à aimer. Ça n'a pas été mon cas, mais je sais que c'est une chose très fréquente. Et heureusement, dans la vie, on rencontre des gens, parfois même plusieurs. Pourquoi n'aurions-nous pas plusieurs pères et plusieurs mères, qui tout à coup sont des guides qui vont devenir le père ou la mère symbolique, et je pense que ce sont les liens qui comptent le plus.
Alors justement, à quoi pourrait-on dire, peut-être en se basant évidemment sur ce qui est raconté dans le roman, à quoi reconnaît-on celui qui est fait pour être notre père? Je pense que c'est totalement irrationnel et pire que ça, totalement immoral. Celui ou celle qu'on va te choisir pour père ou pour mère, ça va pas forcément être le meilleur, ça va pas forcément être le gentil. Je pense que c'est physique. Et comme en amour, c'est un lien, d'abord c'est une forme d'amour dont l'enjeu est différent, dont le désir est différent, mais qui comporte quand même une part de désir. Donc c'est physique. Pour raconter cette histoire, vous avez dit que vous avez fait l'expérience de Burning Man. Oui, pour raconter une histoire comme celle-ci, on l'écrit comment? On va sur les traces de ces personnages, on vit avec eux, ou c'est le résultat d'un vécu qui va tout à coup réapparaître, justement comme par magie, 2-3 ans après? Bon, de toute façon, rien ne peut faire l'économie du très grand nombre d'années que vous avez vécu, enfin que j'ai vécu moi, voilà. À côté de ça, les gens que vous aurez rencontrés, et puis tout à coup des expériences cathartiques, bien sûr, Burning Man, expérience très forte, qui n'aurait pas suffi à écrire le livre, bien sûr, mais où tout à coup on voit se cristalliser des possibilités humaines. Une grande liberté, la possibilité de choisir son père, sa mère, son amante, son enfant, et de rendre ça possible. Il est question de trahison, et oui. Ça c'est ce qui est important dans cette histoire, mais il est aussi question de pardon. La force du pardon est assez impressionnante. Oui, mais c'est ça aussi qui est horrible. Je sais si je crois au pardon et que c'est une de mes valeurs, mais là on a un personnage, enfin, il y a le personnage de Norman qui pour moi est un peu... Je commençais à m'angoisser un petit peu, tout le monde le personnage de Norman se montre comme capable de tout pardonner. Si grandes soient les offenses, il parvient toujours à les pardonner. Jusqu'au moment où vraiment, à la fin, on lui montre l'impardonnable. Alors il y a un moment, il peut plus. Il peut plus et c'est une défaite. La fin du roman est extrêmement noire. On arrive vraiment à l'impardonnable. Et du coup, ces deux personnages ne peuvent plus se quitter. Mais c'est ça aussi l'absence de pardon. L'absence de pardon, c'est finalement de ne pas pouvoir se libérer de la personne. Rester l'esclave de la personne parce qu'on ne peut vraiment plus lui pardonner. Le personnage de Norman est fascinant parce qu'il a quelque chose de très mystérieux, voire de sombre au début quand on ne le connaît pas bien. Puis on apprend à le connaître et on a l'impression d'un coup qu'il a une figure de sage, presque de philosophe. J'ai la sensation que c'est Joe qui le transforme, qui fait de lui un sage. Je pense que vous avez raison. Avant le commencement du livre, je soupçonne que Norman est finalement un personnage assez normal. Et que c'est l'arrivée de ces adolescents de 15 ans chez lui qui lui demande de l'adopter. Qui va faire de lui un personnage exceptionnel. Au début, il ne veut pas de cet enfant. Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'ai jamais voulu avoir un enfant, puisqu'il a déjà 15 ans, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire? Bon, puis finalement, il se dit, c'est pas humain, je ne peux pas laisser ce gosse dans la rue, il l'accueille. Et c'est à ce moment-là qu'il va acquérir de la grandeur, d'autant plus que le gosse n'est pas facile. Peu à peu, il va se rendre compte que Joe est quand même très pervers. Et il va décider d'accepter, bon, pas de ne pas guider l'enfant, mais enfin, de se donner la mesure de la perversité de l'enfant, pour lui permettre de grandir. Jusqu'à ce que, bien sûr, comme toujours, l'élève dépasse le maître. Il y a une figure féminine aussi qui est fascinante dans votre roman. Elle est surprenante parce que c'est la seule qui semble pure. Alors qu'elle devient l'instrument de quelque chose de très douloureux, c'est la plus pure de toutes. C'est la plus pure de toutes, et elle, on peut soupçonner qu'elle l'est du début à la fin et qu'elle l'est même encore après la fin. Quoi qu'il arrive, il lui arrive bien des choses. Elle passe au travers de tout ça, sans se salir, alors que les deux hommes à la fin sont complètement brisés. C'est un hasard que c'est elle qui joue avec le feu? Mais il se trouve que Christina, je l'ai rencontrée. J'ai rencontré une danseuse de feu à Burning Man qui s'appelait vraiment Christina et qui était vraiment comme ça. Et elle m'a tellement frappée que je me suis dit pourquoi est-ce que j'irais en inventer une qui soit forcément moins bien que celle-là. Bon, l'aventure elle-même est fictive, mais j'ai décidé de mettre Christina dans ce rôle-là. Et le fait qu'elle joue elle-même, qu'elle danse avec le feu au milieu de ces deux hommes qui se jaugent, il y a forcément, excusez-moi, je suis un peu psychologique qui fait un marché, mais il y a quand même une symbolique très forte. Oui, mais je pense que cette symbolique, elle la joue
Pas du tout par provocation. C'est une danseuse, elle danse sublimement. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux que danser? Vous pensez bien que si je savais danser, je ne serais pas aux Virgines devant vous. Je suis désolée, c'est la seule danse que j'ai pu trouver. Mais elle le fait parce que c'est ce qu'elle aime faire et c'est un don total de toute sa personne à tout le monde. Alors, tout le monde sait que quand on fait un cadeau à quelqu'un, après, le quelqu'un va faire de ce cadeau n'importe quoi. Parfois, il va en faire quelque chose de très laid. Un cadeau magnifique peut devenir un truc horrible. Je pense que Joe, par exemple, va en faire un truc horrible. Même si on peut le comprendre, il a toutes les excuses. Enfin, excuses. Il y a une explication, en tout cas. Mais tout le monde n'a pas la grâce d'accepter de très beaux cadeaux. Elle a la grâce de faire de très beaux cadeaux. Alors ça aussi c'est quelque chose d'assez frappant, c'est qu'on a trois personnages exceptionnellement doués pour quelque chose, oui, et qui ont un rapport à leur talent totalement différent. Oui, il y a la pureté de Christina, il y a une forme assumée chez Norman, oui, responsable par rapport au don qui lui a été fait, et puis on a Joe qui lui est une sorte d'enfant terrible, qui est presque affublé de son talent. C'est tout à fait vrai ce que vous dites. Ce sont trois élus, ils ont tous les trois dans leur domaine un talent monumental. Recevoir un talent monumental, c'est pas forcément un cadeau. Il y a des personnes que ça sert. Je crois que dans le cas de Joe, bien sûr ça va sauver sa vie, mais ça va aussi le perdre. Il fait partie de ces magiciens qui savent qu'avec un si grand don, on peut devenir le diable. Et il va le devenir. C'est un peu comme quand on est écrivain, en fait. Oh, vous me traitez beaucoup plus de dons que j'en ai. Vous savez, moi, je suis un tout petit écrivain belge et je ne suis certainement pas le diable. À voir. C'est le combien de roman déjà? Alors, c'est le 20e que je publie, mais la réalité est évidemment beaucoup plus grave, puisque c'est le 69e que j'ai écrit, et je suis en train d'écrire le 72e. Donc, vous avez fait disparaître les deux, puisque voilà, ça fait partie d'une gigantesque tour de magie d'en faire disparaître autant qu'on en crée. Et d'en faire sortir certains du chapeau quand le moment est venu. Vous travaillez déjà sur un prochain roman? Comment ça se passe? Il n'existe pas de jour de ma vie où je ne sois en train d'écrire un nouveau livre, dont je ne sais pas s'il sera le suivant publié, mais enfin un nouveau livre. Après tant d'années d'écriture, est-ce que vous avez enfin compris pourquoi vous avez ce besoin aussi viscéral et compulsif de chatouiller une feuille de papier en permanence? Non, c'est toujours le grand mystère de l'Immaculée Conception. Je pense que je mourrai sans que le phénomène soit expliqué. En écrivant? Je mourrai en écrivant sans avoir compris pourquoi j'avais tellement besoin d'écrire. La seule chose que je peux apporter, mais ce n'est pas là encore, ce n'est pas une cause, mais ça rend les choses un peu plus plausibles, c'est que j'y ai vraiment un plaisir considérable. Le plaisir n'explique rien, mais enfin, il s'est passé des choses. Pardon pour la question absolument stupide, mais c'est un plaisir qui ressemble à quoi? C'est-à-dire qu'on a un plaisir... Non, mais je reste poli. C'est un plaisir qui vous touche personnellement, qui est de la sphère de l'intime, c'est un plaisir de partage. Vous avez la sensation de partager quelque chose avec vos lecteurs ou c'est de le partage, c'est maintenant. C'est aussi un plaisir, mais c'est un plaisir très différent. Le plaisir de l'écriture proprement dit, vous interrogez remarquablement parce que vous posez des questions qu'on ne pose jamais. Non, il n'y a vraiment rien qui ressemble au plaisir extrême donné par l'écriture proprement dit. C'est un plaisir physique, c'est un plaisir mental. Je suppose, mais là vraiment je me hasarde dans des hypothèses hautement poétiques et sans doute complaisantes, je voudrais croire que la danseuse, la jongleuse de feu éprouve un plaisir qui ressemble un peu. Mais son plaisir doit être plus grand, parce que le danger est plus grand. Plus le danger est grand, plus le plaisir est grand. Mais ça s'apparente quand même à quelque chose comme ça. Voir jusqu'où on peut aller, voir jusqu'où on peut organiser le réel et jusqu'où on peut le pousser. C'est très fort. Et cette prise de risque, effectivement, vous en parlez très bien dans le roman, justement, de ce plaisir de prendre un risque et de jouer avec sa vie, vous l'avez dit tout à l'heure. Effectivement, l'écriture, ce n'est pas jouer avec sa vie, mais c'est jouer quand même avec des choses très importantes de sa vie, ses émotions, sa sphère intime, c'est se dévoiler beaucoup. Vous êtes quelqu'un de sociable, mais pas forcément quelqu'un qui a envie d'étaler non plus sa vie sur la place publique. Donc, c'est une mise en danger. Où est le plaisir de cette mise en danger? On aurait tendance à penser que les gens ont envie d'être en sécurité, pas en danger. Étrangement, oui, bien sûr qu'on veut de la sécurité, mais
Si on veut vraiment du plaisir, excusez-moi, on en arrive vraiment aux questions les plus intimes, mais si on veut vraiment du plaisir, il y a un moment où il faut pouvoir incorporer le danger. Le danger, sans aller trop loin, évidemment. Je pense aussi que le plaisir de l'écriture, c'est que justement on explore la frontière. À tout instant, on se demande jusqu'où je peux aller. Mais on sait d'avance qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout. Il y aura de toute façon un endroit où on n'ira pas. Mais on ne le sait pas en écrivant. Finalement, c'est un plaisir assez napoléonien. C'est jusqu'où peut-on pousser la frontière et que ce soit possible. Est-ce que ce roman se lit dans le silence ou s'il faudrait avoir une BO comme Alors, je vais vous dire une chose, je n'en sais rien. Je suis une lectrice spéciale de mes livres. Bien sûr, il m'arrive de les lire, mais je les ai écrits, donc vous pensez bien que c'est différent. Je pense que toutes les opinions existent. Je sais que beaucoup de mes lecteurs, et non des moindres, me lisent avec des musiques très particulières. Mais je n'ai jamais rencontré deux lecteurs ou deux lectrices d'accord sur ces questions. Et je pense que ça peut donner naissance à des querelles homériques sur s'il vaut mieux du classique ou de l'électro. Et si de l'électro, lequel. Donc vraiment, je pense que c'est au goût de chacun. Alors, sur quel genre de musique dansait Christina Burning-Man Sur du dubstep. Alors, je sais que dans les coulisses, vous m'avez dit que vous allez me demander d'expliquer le dubstep. Et c'est vrai que dans les coulisses, j'avais un acolyte parfait qui a commencé à faire du dubstep. Évidemment. Bon, qu'est-ce que du dubstep? Du dubstep est une forme de métal dont les basses ont été passées au fer à priser. Dit comme ça, évidemment, je suppose que c'est difficile à imaginer. Les basses du dubstep deviennent une espèce de gigantesque. Mais vous devez imaginer ça beaucoup plus fort que ça, et aussi dans le désert du Nevada, avec le son qui se répercute sur les montagnes et qui vous revient en pleine figure. Tout ça avec toutes les autres caractéristiques du métal à côté. J'ai peur que cette description ne soit pas très parlante. Il faut absolument écouter du dubstep. Alors, il y a une musique proche du dubstep qui triomphe en ce moment un peu partout. C'est Skrillex. Je ne sais pas si certains d'entre vous savez Skrillex. Skrillex, c'est une forme de dubstep. Je suppose qu'on en vend à la FNAC. Oh, oui, je suis pas la gamme climatique. C'est parti de là, bien évidemment. Le titre, il est venu naturellement, j'imagine. Mon titre est venu comme tous mes titres, là c'est pas que tous mes lecteurs se le c'est toujours vers la fin de l'écriture de mon livre que tout à coup, sur une illumination, m'apparaît le titre. En cours d'écriture, beaucoup de titres arrivent comme des hypothèses. Et je les retiens tous dans ma gibecière à titre, mais je sais déjà que ce ne sera pas eux. Parce que quand le véritable titre apparaît, il n'y a aucune hésitation. Tout à coup, c'est tellement, justement, inexplicable, c'est tellement l'équation du livre, soit par antiphrase, soit par parallélisme, que ça ne peut être que ça. Je vais me tourner vers le public pour voir si on a des questions. C'est le moment où je mets. On a un micro.